Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est C'est moi, j'avais tout prévu, je l'avais enlevé pour faire la surprise et j'ai oublié de démuter. Quelle honte, du coup c'est complètement nul. Voilà Maggie, c'est ta faute, c'est encore ta faute. C'est la Maggie, c'est pas la magie. Là il y a du son, non arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de son. Tout va bien là normalement. Ça y est, on peut donc commencer. Regardez, Maggie, elle est là, elle vous fait un coucou de ses beaux yeux verts. Et puis voilà, c'est pas une punition, hein. C'est la magie, c'est la scène de production. Tout le monde dit que t'es belle, tu vois non, c'est toi qui... Mais après, voilà, elle boude. Je m'en remets toujours pas. Il y a un magnifique article ce matin à propos d'Agnès Pannier-Runacher qui explique que c'est quand même vraiment de la violence de classe, de la bêtise de classe comme on en a rarement fait après HEC, après l'ENA, après Sciences Po, parler de lignes de production quand on a fait juste un stage dans l'encadrement d'une entreprise. Enfin voilà, c'est tous ces politiques qui mettent les casques et les bleus de travail pour poser en photo, pour parler de plans sociaux. C'est quand même dingue. Salut à tous, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Bon, Maggie, là, elle regarde les pigeons par la fenêtre. N'hésitez pas, bien sûr, à la partager, à dire que c'est super, évidemment, vous le faites, puisqu'on est de plus en plus nombreux tous les matins. Eve-Marie, merci du réabonnement. Vous êtes maintenant plus de 110 abonnés. 100, oui, je crois, c'est ça. 4400 followers, bienvenue les nouveaux, merci à tous pour vos partages. C'est la revue de presse du Monde Moderne, c'est à 9h ou presque tous les matins pour parler de la presse de milliardaires, mais pas que, parce qu'effectivement je me suis dit tiens allez, je vais aller lire l'UMA quand même ce matin, et on y apprend des choses qu'on ne trouve pas dans la presse des milliardaires. Vous allez voir notamment que par exemple la limitation pour les prud'hommes a été explosée par les juges en disant non, c'est pas la peine, on peut aller plus haut. Je viens d'arriver à mon poste, je vous écoute. Merci Soso Jackson. Merci à toi, salut à toi jeune entrepreneur. Ah, c'était quoi ça ? Salut à toi jeune entrepreneur. Alors vous avez vu le discours de Xavier Niel aussi en disant on prend aucun risque en France à créer sa boîte, c'est génial et on peut buter la concurrence parce qu'on aime ça, la violence parce qu'on aime, on aime tout simplement faire du fric, voilà. Alors et puis Chiappa, ah oui, salut à toi jeune entrepreneur. Bon, maintenant on a Agnès Pannier-Runacher, c'est super aussi. Allez, je commence par vous lire dans l'IB ce petit coup de gueule joliment fait sur justement la sortie d'Agnès Pannier-Runacher. Non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait, mais bon, en même temps ça en dit long sur ces élites stupide et la magie du travail à la chaîne. Il fut un temps, après le joli mois de mai, où l'étudiant, l'intellectuel, allait s'établir en usine pour prêcher la bonne parole révolutionnaire auprès des ouvriers et pour se purifier de ses origines bourgeoises, apprendre le vrai sens de la lutte des classes au contact vertueux de l'OS en bleu.
Un exercice expiatoire, alors très prisé chez les Mao. Robert Linard, fils d'un simple comptable du Sentier, mais brillant lycéen à Louis le Grand, devenu disciple d'Althusser à Normal Sup, se fit donc embaucher sur une ligne de 2 chevaux, Citroën, porte de Choisy, et raconta son expérience de quelques mois dans un livre lumineux, L'Établi. Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. Beaucoup n'en parleront ensuite, souvent avec angoisse. Quel esprit, quel corps peut accepter, sans un mouvement de révolte, de s'asservir à ce rythme anéantissant contre nature de la chaîne. Voilà ce qu'écrit Linard pour traduire le choc, le bruit, la fureur ressentie en poussant la première fois la porte de l'usine. 50 ans ont passé, il paraît qu'il n'y a plus de classe ouvrière vu qu'il n'y a presque plus d'usine, et une autre brillante élève passée par HEC Sciences Po, Elena, devenue ministre macroniste à l'industrie, découvre les temps modernes, mais avec les lunettes rose fluo d'une teufeuse de BDE sous ecstasy. J'aime l'industrie parce que c'est l'un des rares endroits où l'on trouve encore de la magie au XXIe siècle, la magie de l'atelier, où l'on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, alors si, l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où l'on ne distingue pas celui qui est né en France de celui qui est arrivé par accident d'une vie. Bravo Agnès, c'est merveilleux. Elle n'a jamais vécu l'usine d'en bas, le corps fatigué d'une ouvrière de 45 ans. Née en 74, Agnès, quand Linard s'attaquait à l'écriture de son témoignage, entre 2 épisodes dépressifs, cette inspectrice des finances, qui ne connaît de l'usine que son expérience de cadre hyper sub chez Forestia, a fait cette déclaration d'amour au merveilleux de la machine-outil, non pas devant des ouvriers, mais devant un parterre d'entrepreneurs. Winner, salut à toi, jeune entrepreneur. Et voilà. Et alors on lui passerait presque cette maladresse sociale ? Non. Si au-delà de la forme un peu cucu, la suite du propos ne trahissait pas cette vision politique hors sol du travail diffusé par la Macronie. L'usine, c'est la fierté de travailler, c'est la magie, bien sûr. Et alors, elle oublie bien sûr les accidents au travail. 733 en 2019 selon l'assurance maladie. Il faut suivre le compte sur Twitter du accident qui recense les accidents du travail, un peu comme David Dufresne avait recensé les violences policières. Vous verrez que quotidiennement on meurt au travail en France, même si Emmanuel Macron n'aime pas trop le terme de pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Non, le travail tue. Et le corps il souffre beaucoup. Alors au télétravail des cadres, on a un peu des maux de dos, on a un peu des maux de poignets, des mal au crâne, tout ça. Mais l'accident mortel, voilà, c'est quelque chose qui fait rarement la une des journaux ou qui fait rarement même le sel du quotidien d'une ministre de l'Industrie. En tout cas, il y a aussi, si vous ne connaissez pas, un autre témoin de la condition ouvrière qui est... comment s'appelle-t-il ? Pontus, et qui a écrit aussi sur son expérience. Joseph Pontus, à la ligne, édition La Table Ronde, en espérant que la charge de travail est parfaitement calculée. On te pose rarement des questions sur qui tu es, ce que tu as fait avant, tu es dans le dur dès le départ. L'estime de tes collègues viendra de la dureté au travail. Comment peut-on être aussi joyeux de fatigue et de métier inhumain ? Voilà, ça c'était pour toi Agnès, si tu nous écoutes. Je sais que certains macronistes viennent de temps en temps sur le chat voir ce qui se passe ici parce que nous sommes de dangereux séditieux et des esprits malveillants, évidemment. Bon, vous allez bien sinon ? C'était une petite intro. On reste toujours dans le dur ici, hein. C'est vrai que parfois c'est un peu trop, parfois c'est un peu triste, mais bon, quand même la question elle est vite répondue, c'est du foutage de gueule. Alors le foutage de gueule, on va continuer avec... Aujourd'hui, Emmanuel Macron qui nous propose son grand plan de relance de Vision 2030. C'est pas Horizon, lui, c'est 2030. Il voit loin pour voir bien. C'est un peu comme son pote Cruello du Havre. Salut. Et là, il nous prépare donc un petit plan avec nos sous pour dire non mais... Et vous allez voir, les macronistes sont très malins. Ils ont dit, non mais quand on se représente, généralement, les candidats font l'erreur de défendre leur bilan. Nous, on va pas défendre notre bilan, vu qu'il est lamentable. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 4 millions de personnes depuis 2018 qui sont passées dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Alors ça, ils en parlent pas trop non plus, les macronistes. C'est un petit encart dans le Figaro. Mais donc plutôt que de parler de bilan, il se réinvente, voilà. Et puis il regarde vers l'avenir, il arnaque encore plus. Allez, 5 ans d'arnaque de plus, 5 ans de violence sociale de plus. Je sais que vous adorez ça, ce serait bête de s'en priver quand même. Et les mecs, non, ils y vont visiblement. Alors je vous lis, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. J'aime bien commencer par Le Parisien aujourd'hui en France, c'est le canard à nanar. Et il y a toujours des bons trucs, C'est toujours écrit avec un peu
parfois du second degré, souvent beaucoup d'amour. Et donc là, on parle du nucléaire. La bataille de l'atome a commencé. Emmanuel Macron, aujourd'hui, doit annoncer une relance. Pardon. Eh oui, ça y est, il fait froid. De la filière nucléaire dans le cadre du plan France 2030. France 2030. Ils me perdent entre Horizon Doudou, France 2030, 2050, compétitivité, compétition atome. Atome, il n'est pas le seul à plaider pour cette technologie. Alors, ce qui est génial, c'est que dans les années 70, tout le monde disait non, le nucléaire c'est fini, c'est affreux, c'est une énergie qui pollue énormément. Alors c'est vrai, ça pollue beaucoup, mais ça coûte pas cher. Quand on ne prend pas en compte dans le prix de l'électricité produite le coût du démantèlement. Parce qu'en fait, démanteler une centrale nucléaire, on ne sait pas super faire et ça coûte des milliards. Mais on ne le met pas dans le prix de l'électricité. On fait comme si la centrale, elle allait exister pour toujours. Et puis on fait aussi comme si l'uranium allait rester à prix coûtant. Alors qu'il y a quelques mines qui sont dans le monde. Il n'y a pas de mine d'uranium en France. Mais Orano, anciennement Areva, vous vous souvenez peut-être d'Anne Lauvergeon qui avait fait quelques scandales puisqu'elle avait prospecté pour des mines qui n'existaient pas. Merci Cled pour le réabonnement avec Prime. Vous pouvez faire comme nos amis qui se réabonnent. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner via Prime ici sur Twitch, à nous suivre, à mettre des pouces bleus. On peut pas en ce moment remettre sur YouTube. Je suis désolé, donc les replays c'est ici sur Twitch parce que depuis le hack de Twitch ça ne marche plus. Et comme j'ai un Wi-Fi colérique, on va dire, difficile, je peux pas le faire. Donc voilà, mais fin de la parenthèse technique, je sais que ça en énerve plus d'un, moi le premier. Et Cruello, bien sûr, le maire du Havre, était porteur de valises pour Areva, il était lobbyiste, puisqu'il était aux affaires publiques, à 15 000, 17 000 euros par mois. Pour vendre de l'uranium. Et Anne Lauvergeon donc, a ruiné Areva. Et du coup, Areva s'est appelé Oreo. Non, Oreo, ça, c'est les petits gâteaux. Orano, pardon. Parce que c'est plus gentil, c'est plus mignon. C'est comme l'Antrontro, ça finit en haut. Tiens, il est mignon. Alors, les mines d'uranium, je vous dis où il y en a. C'est sur le site d'Orano. Magnifique logo, Orano. C'est un espèce de trou jaune. Il y a des Canada. Alors, les gisements au Canada, les gisements à plus forte teneur au monde. Orano Canada couvre l'ensemble des activités minières, de l'exploration au démantèlement en passant par l'exploitation et le traitement. Il y a le Kazakhstan, il y a le Niger, propre le Niger, et il y a l'Ouzbékistan. Voilà, donc c'est des pays qui sont, à part le Canada, quand même super stables, et c'est là qu'on va s'approvisionner en uranium. Alors, Orano a un contrat avec l'État français pour s'assurer 10 ans au moins de stock d'uranium pour pas qu'on tombe en rade, mais connaissant les filous qui sont à la tête de ce genre d'entreprise, ils vont dire on n'avait pas prévu juste que ça durait que 2 ans. Excusez-nous l'État français, on n'avait pas prévu, mais c'était pas notre faute. Donc voilà, ils risquent de faire un truc comme ça, mais bon, on n'en est pas là. Et alors donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, les gars, c'est là où je te dis, c'est des génies. Donc après avoir essayé l'EPR, gigantisme. Alors l'EPR, c'est un truc quand même, ça coûte 10 fois plus cher que ce qui était prévu. 10 ans de retard de construction. Le coût originellement était de 3,3 milliards. Il est maintenant à 19,1 milliards. Donc si ça c'est pas une arnaque ou un fiasco total, je sais pas comment on appelle ça, on parle de Flamanville, qui est Flamanville dans la Manche. C'est une usine à gaz difficilement contrôlable. Bref, l'idée c'est de laisser tomber le PR sans le dire et de faire des petits réacteurs modulaires, des small modular réacteurs, des SMR, un peu comme la SMR, tu vois, mais c'est pour le nucléaire, d'une puissance inférieure. En avril, EDF a présenté son projet, nom de code, le Neward. Alors, vous me dites, qu'est-ce que c'est que ce nom ? Neward. C'est un mot valise pour Nuclear Forward, le nucléaire en avant. Waouh. On parlait de Star Trek hier, là on est en plein dedans. Donc c'est de la petite centralounette qui fait 25 mètres de long sur 25 mètres de large. Ça se construit comme ça dans des Algeco dans la nuit. Tu peux remettre sur des barges, c'est ce qu'on a fait en Russie. Ils ont mis ça sur un truc flottant. Et donc t'en fais un peu partout. Tu peux au bout du jardin pour arroser tes plantes. Tu fais ta petite SMR, ton Neward. Et donc EDF travaille sur ce partenariat, sur ce projet avec le commissariat à l'énergie atomique. Naval Group aussi, qui a participé à l'élaboration des systèmes de propulsion nucléaire des sous-marins, qu'on n'a pas vendus du coup, ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle et Technicatome, qui est aussi une entreprise de l'atome. Voilà, et s'il était validé, les premiers SMR français, assemblés par pair,
ils iraient par deux, c'est comme les yeux et les couilles, eh bien, ils ne verraient néanmoins pas le jour avant 2035. Et les ovaires aussi, excusez-moi, c'est par paire aussi. Leur coût unitaire, alors là, c'est là où c'est génial, c'est 1 milliard d'euros. Voilà, contre 19 milliards pour l'EPR. Bon, les mecs ont dit, bon, on va mettre des petits SMR un peu partout. Comme je vous dis, c'est pratique. Le problème, attention, la petite taille, ça c'est bien, mais l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire alerte dans une note publiée jeudi dernier sur la tentation du low cost. L'agence de la sûreté estime qu'il n'y a pas lieu de revoir à la baisse les exigences de sûreté pour les SMR, la simplification et les caractéristiques de sûreté inhérentes devant bénéficier à la sûreté et à la démonstration de celle-ci au travers du respect de ces exigences. Et c'est beau quand même. Et alors, il y a des risques radiologiques, bien sûr. 70 concepts de SMR sont à l'étude actuellement, quelques-uns étant même déjà en exploitation, mais ces concepts font appel à des solutions techniques innovantes dont l'efficacité reste à démontrer. Alors, c'est un peu comme le vaccin, tu sais, où on te dit non, 1 dose, 2 doses, 3 doses, parce que c'est l'innovation. Donc, tu sais jamais comment ça va, dans quel sens ça va aller. Donc là, on te dit petit réacteur, sympa, deuxième réacteur. Attention, ça va péter! Voilà. Et alors, il y a un truc très drôle dans le nucléaire, c'est que quand même, dans les questions essentielles, alors ça coûte pas cher, évidemment, c'est ce qui coûte le moins cher en mix énergétique, moins cher que l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, le gaz. Le nucléaire ne fait pas directement baisser la facture d'électricité, mais il influence le prix du marché. Et par contre, il peut contribuer à l'indépendance énergétique de la France, puisque c'est après le choc pétrolier qu'on a décidé de faire nos centrales. La question que pose le Parisien, le nucléaire est-il vert ? C'est le débat qui agite l'Europe, pas l'Eurogroupe, l'Europe. Bruxelles prépare la taxonomie, une liste d'énergies jugées durables, qui favorise la lutte contre le changement climatique, un inventaire déterminant puisqu'il fixera les énergies éligibles aux investissements verts. C'est stratégique, car ça va conditionner l'accès au capital. Donc ils vont essayer de faire passer le nucléaire en énergie verte. Hop, ni vu ni connu. Bon, alors il y a quelques associations écolos, les écolos, qui rappellent que l'industrie nucléaire produit des milliers de tonnes de déchets radioactifs, et que Berlin refuse que l'atome rentre dans la liste verte de Bruxelles. L'enjeu est considérable, décrypte un cadre d'EDF. Si nous perdons cette bataille, c'est toute la filière qui s'éteint, et avec elle, 220 000 emplois directs. Et puis vous savez déjà que EDF a déjà prévu en fait le démantèlement, puisqu'il y a EDF rouge, EDF bleu. EDF rouge qui va nous coûter super cher, qui va payer le démantèlement avec l'argent public, avec nos impôts, et EDF bleu qui va en foutre plein la poche des actionnaires. Ça c'est voilà pour les petits SMR, ça c'est pour le petit montage technique qui se sont fait entre eux, c'est super. Je suis pas anti-nucléaire, je dis juste, calmos, il y a plein d'angles morts. Le côté on va faire des petites centrales, le côté on a de l'uranium pour 10 ans avec des mines qui sont pas en France, pas en Europe, et puis vous allez voir, la troisième chose, angle mort total, c'est le traitement des déchets. Le traitement des déchets. Alors bon, nous on enterre, il y a 33 000 tonnes qui sont enterrées vers Pierrelatte dans la Drôme. Il y a 330 000 tonnes d'uranium appauvri supplémentaires également à Pierrelatte et à Bessines dans les Deux-Sèvres, mais ça ne suffit pas parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on enfouit nos déchets, mais on en file aussi à la Russie. Et oui, la France avait promis pourtant en 2010 de ne plus envoyer d'uranium de retraitement. Et au début de l'année, plusieurs centaines de tonnes ont été acheminées à Saint-Pétersbourg. Orano, selon Greenpeace, a déjà chargé plusieurs centaines de tonnes d'uranium de retraitement les 20 janvier et 12 février dans le port du Havre, direction Saint-Pétersbourg, pour être traité en Sibérie. Le bateau s'appelle Michael... attendez, je vais le retrouver, c'est Rosatom qui gère ça. En mai 2018. Donc EDF a signé un nouveau contrat avec Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Objectif, envoyer à nouveau de l'uranium pour être transformé en Sibérie avant de revenir en France et d'être utilisé comme combustible. Donc déjà le truc fait le tour du monde, enfin pas le tour du monde, mais traverse en bateau. Et alors 4 réacteurs, c'est pour Cruas en Ardèche. Et il y aura d'autres réacteurs également pour cet uranium retraité.
Aucun transport, hein. EDF n'a encore rien fait depuis 2018, mais Orano a déjà chargé donc plusieurs tonnes en début d'année, et le navire russe s'appelle Mikhail Lomonosov, destination Saint-Pétersbourg. Orano a confirmé avoir signé un nouveau contrat de vente pour un total d'1 millier de tonnes d'uranium de retraitement avec Rosatom, destiné à être converti, réenrichi, afin de fabriquer du combustible pour les réacteurs russes. Le petit bémol, les questions énergétiques ou quoi, il y a peu de chances que l'uranium de retraitement français soit utilisé dans les réacteurs russes. Au mieux, il sera entreposé dans des conditions très éloignées de la réglementation française. Au pire, il finira enfoui. Rosatom avait reconnu en 2020 qu'une partie de ce combustible nucléaire était directement injectée dans le sous-sol, sous forme liquide. Allez hop, on s'emmerde pas, on fout ça sous la Sibérie. C'est quand même super écolo, avouez. Alors c'est pas chez nous, donc on s'en fout, mais tu vas dire quand même, vous êtes sûr? Alors, ils sont un peu gênés, quand même. Il y a eu l'interruption des convois en 2010, évidemment. Ils reprennent en loose day avec Orano qui est quand même une entreprise privée, nous dit-on, mais interrogé, l'autorité de sûreté nucléaire estime ne pas être concernée par ce dossier des déchets qui s'en vont vers la Russie, en disant tout simplement que c'est un contrat commercial entre deux groupes privés. Le gouvernement botte également en touche. Bercy renvoie au ministère de la Transition écologique qui, après avoir confirmé la réception des questions du Parisien, n'a pas répondu aux appels du journal. Voilà. Ils sont un peu gênés quand même. Mais c'est pas grave, c'est une énergie d'avenir. Et là, Macron va nous en mettre une louche. Une louche. Vous reprendrez bien un peu de SMER. Reprenez du SMER. C'est bon. C'est bon pour vous. Merci Bill Bulot, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas bien sûr à venir tous les matins pour cette revue de presse. Sous la tombe de Bernard, non, je sais pas ce qu'ils ont mis à Marseille. La flotte irradiée de Fukushima, on n'en parle plus. Ils continuent de pêcher. De toute façon, Fukushima, vous savez, vous avez entendu Montebourg, il n'y a pas eu d'accident nucléaire. Voilà. Donc là, ils vont nous revendre parce qu'en fait, on est coincé. La réalité, c'est que la crise des énergies fait qu'on n'a jamais cramé autant de charbon. Alors, il y a les objectifs climatiques et tout, mais on est foutu. Donc, on crame du charbon parce qu'il n'y a plus que ça. Donc, les Chinois, là, ne savent plus quoi faire. Donc, ils crament du charbon. Les Australiens vendent leur charbon. Ils sont très contents. Ils continuent de cramer du charbon parce qu'il ne reste plus que ça. Et nous, on est là à se dire, ouais, mais bon... Si on faisait du nucléaire, vu que de toute façon tout va péter, autant que nous on fasse un beau truc, tu vois, autant y aller vraiment, quoi. Le problème c'est quoi? C'est qu'on est énergivore, je sais pas. On a besoin de beaucoup trop d'énergie et nos sociétés ne sont pas en train de se calmer en termes de demande de gloutonnerie énergétique. Donc il va falloir, quand on veut en plus remplacer son SUV diesel par du SUV électrique, ça veut dire encore plus de production électrique, donc soit au charbon, soit au nucléaire. Parce que l'hydroélectrique, on va pas le faire. L'éolien, c'est pas non plus super. Donc, on est en train de s'engouffrer en fait dans une impasse totale parce que plutôt que de faire des voitures plus légères, certes électriques, mais qui nécessiteraient peut-être moins de. Enfin, on va. Je sais. À un moment, ces singes ingénieux que nous sommes vont se retrouver confrontés à la limite de leur cerveau, quoi. Alors déjà là, avec le virus, avec faire mumuse avec les virus, c'est moyen. Je pense que c'est que le début. Le nucléaire, c'était aussi une super idée. Mais tiens, si on essayait de faire une bombe qui peut annihiler l'ensemble de l'humanité, ouais, c'est une bonne idée, ouais, super. Et là, ils se mettent avec plein de cerveaux et tout. Ils font, oh, c'est génial, regarde ça, on a balancé ça sur les Japonais. Mate le bordel. Oh, yo, yo. Parce que les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent, c'est les Américains. C'est l'empire du bien. Et les Allemands, bien sûr, énormes émetteurs de CO2, qui font d'ailleurs une partie de la pollution parisienne. C'est les grosses centrales à charbon allemandes, poussées par le vent, qui nous font de la particule fine ici à Paris. Donc c'est génial. Et puis un joli champignon nucléaire, champignon, et soudain tout s'éclaire. Ah, l'atome est bien. Est-ce qu'on n'est pas bien avec nos trois mains nucléaires? Et tout s'éclaire. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que je suis un vieux, il y avait dans les années 80, fin 70, Méthanie.
C'était un petit personnage de dessin animé qui était une flamme de méthane, qui était là pour faire le lobbying d'EDF, GDF, puisqu'à l'époque c'était une entité gazière électrique française. Et donc ils expliquaient le trajet du méthane et comment ça se passait. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui se souviennent de Méthanie. Et après, moi je voulais faire un truc qui s'appelait Cobalt. C'était un magazine pour enfants. Je me lève, j'écoute les infos, puis je déprime et j'attends 9 heures. Merci Alexis. C'est Gilles Pixel qui nous fait, comme d'habitude. Fusion, pas fission. Aurélien Barraud, très bien, oui, sur la décroissance, il a raison. On ne peut pas continuer comme ça, mais on continue comme ça. Et d'ailleurs, Macron va nous dire, c'est génial, on continue, parce que c'est des dangereux idéologues. Les mecs ont toujours en tête que c'est la croissance qui va faire qu'on va aller toujours vers du mieux. C'est aussi l'innovation technologique qui va faire que l'humanité va résoudre tous les problèmes. Non. Parfois, il suffit juste de s'inspirer des chats. Il faut se foutre sous un plaid et dormir, les gars. Vous pouvez arrêter de nous emmerder avec vos profits. Arrêtez de nous emmerder. Allez sous le plaid, faites dodo. Ne serait-ce que même 2 jours par semaine, le week-end, tu vois. Beaucoup de gens prennent leur week-end, vous non, parce que vous êtes en campagne et tout, mais putain. Et bien sûr, mais le business as usual va continuer jusqu'à ce que ce soit plus usual et que ça va être très compliqué. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. C'est la revue de presse du monde moderne. Certains en font, comme d'habitude, maintenant une morning routine. Même si c'est à 9h, c'est un peu tard. Mais en tout cas, c'est super bien. Partagez ce lien, n'hésitez pas. Métanie me dit quelque chose. Et oui, Métanie. Vous trouverez, il y a Patreon, bien sûr, si vous voulez nous soutenir sur Patreon et avoir des mugs. Certains abonnés m'ont envoyé leur mug à côté de leur chat. C'est magnifique. C'est très, très beau. Je demanderai si je peux partager la photo. Ils ont un beau chat noir comme Maggie. Et je suis heureux de savoir que c'est votre petit bonheur du matin. C'est aussi le mien. Je vous remercie beaucoup. Et nous ici, voilà, on respire de l'oxygène rempli de particules fines, mais on essaye quand même de garder le moral. Ils sont comment les mugs ? C'est un mug avec le logo du monde moderne que vous voyez derrière moi. Voilà, très joli. Vous allez sur Patreon, vous allez trouver ça. Attendez, je vous montre le lien. Il est là. Hop, c'est où ? Excusez-moi. Tac, voilà, Patreon, et vous trouverez le mug. Et quelques barres de rire, c'est vrai. Alors les barres de rire, on va y arriver les gars, parce que là, bon, c'était un peu sérieux, le nucléaire, tout ça, bon, on va tous mourir, bon d'accord, ça va, on sait. Mais bon, là, attention, là c'est une petite en coulisses, dans le Parisien, Gérard Larcher trouve que Philippe ne manque pas de culot. Il ne manque pas de culot, dis donc celui-là. Gérard Larcher a bien écouté le discours d'Édouard Philippe samedi au Havre. Lorsque l'ancien Premier ministre a expliqué que son nouveau parti Horizon fait une place d'honneur au maire, le président du Sénat a failli tomber de sa chaise. Moi, il a failli s'étouffer avec une grive. Parce que GG, je le vois tout le temps à table, moi. C'est mon préféré. Franchement, c'est mon Pokémon préféré. Et là, non. Alors pour lui, Édouard Philippe est, avec Emmanuel Macron, responsable de la brouille au début du quinquennat entre les élus locaux et l'État. Suppression de la taxe d'habitation et des emplois aidés, baisse des dotations. Ils leur ont coupé les vivres, développe l'entourage du patron du Sénat. Et maintenant, il nous écrit une ode au maire. Mais enfin, il a raison. Moi, je vous dis, c'est mon préféré, Gérard. J'aurais aimé qu'il se présente en 2022. Je pense que ça aurait été un merveilleux président de la République. Au point que les associations d'élus avait boudé la conférence des territoires organisée par Emmanuel Macron en 2018. Mais ouais, personne ne s'en rappelle. Il va falloir faire un travail mémoriel de ces 4 ans de what the fuck qu'a été le quinquennat du pire d'Emmanuel Macron, parce que là, ils veulent éviter leur bilan et nous proposer 50 plus de pire. Donc on va dire non, on va arrêter les frais. Écoute, Emmanuel, tu m'as déjà vendu une paire de pompes, elles n'étaient pas assorties, et en plus, il y en a une, j'ai chopé le tétanos, donc on va arrêter. Tu vas garder tes pompes pourries, là, et puis, vu qu'il me reste plus qu'un pied, je vais aller à cloche-pied jusqu'en 2027, comme je peux, mais pas avec toi, merci. Et le slogan d'Édouard Philippe, qui sonne si bien aux oreilles de l'électorat de droite, ordre dans les comptes, ordre dans la rue. En privé, Gérard Larcher le dézingue. Son gouvernement, c'est 80 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires, avant le Covid. C'est vrai. Et Édouard Philippe a été le Premier ministre des Gilets jaunes. On se souvient tous, l'Arc de Triomphe. C'est vrai. Bref, le président du Sénat, pourtant connu pour sa modération, oui, très modéré,
eh bien, il est tri, l'ancien locataire de Matignon. Logique, puisque la démarche vise à continuer le dynamitage de la droite en créant une terre d'accueil pour les élus paniqués par l'éventualité d'une 3e défaite consécutive à la présidentielle. Donc c'est tous les mecs de LR qui sont en train de se dire « Putain, Bertrand, il va se planter, Pécresse va se planter, putain, on va être obligé d'aller avec Macron. Oui, mais non, regarde, t'as une antichambre pour dire que t'es avec Macron, mais pas vraiment si tu vas avec Doudou. Tu vois, si tu vas avec Édouard Philippe, tu dis « Je suis encore un peu de droite. Je suis pas complètement macroniste. » C'est comme Terre de Progrès pour les socialos qui disent « Non, mais je suis encore un peu de gauche. Comme Rebsamen, le maire de Dijon. Coucou. Ah, mais je suis encore un peu de gauche. » Non, t'es complètement macroniste. Et en plus, tu t'accroches à ton siège. Cette politique politicienne, je sais pas comment je fais pour en parler tous les jours, c'est quand même un truc de dingue. Où les mecs, t'as l'impression qu'ils vivent hors sol, tu vois, avec leur petite magouille pour garder leur fauteuil, pour garder leur truc. Ouh là, il faut que j'enlève ça, pardon. Enfin, c'est vraiment un truc. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi sont-ils comme ça ? Voilà. Ouais, la REM, c'est le Erasmus de droite. En fait, chercher un nom, tu vois, ils veulent faire la maison commune. Et alors, j'ai cherché des trucs. Alors, t'as Hostel. Je sais pas si vous connaissez le film Deliroth, où c'est un hôtel, où on se torture les humains pour le plaisir. Où t'as la maison, t'avais la Maison France de Pétain avec Travail, Famille, Patrie, puis t'as les fondations de la Maison France dessus. Je pense que ça peut être un peu ça aussi, parce que ordre dans la rue, ordre dans les comptes, c'est ordre dans la famille aussi, ordre dans l'église peut-être. Bref, combien faut-il de votes blancs pour annuler les élections ? Je ne sais pas. Je pense malheureusement que rien. Puis de toute façon, il y aura les votes par correspondance. Donc, vas-y. Les votes à distance, même pas par correspondance. C'est Gérald Darmanin qui dit on est en train de plancher sur les votes à distance. Vote par drone. Bref, ça va être compliqué. 2022. Ça fait sec, je trouve. Bah oui, la REM. Eh ben, courage à ceux qui vont bosser. En tout cas, Maggie, non. Viens là, viens. Voilà, regarde. Tout le monde t'attend, ne fais pas des bêtises. Non, je vois bien que tu cherches à faire de la merde, là. Non, allez, hop. Incroyable. Donc, voilà. Et puis, on apprend que Xavier Bertrand passera par la case Congrès. Et oui, le président des Hauts-de-France a affirmé se soumettre au vote des militants LR. Et pourtant, il avait dit oui, mais bon, une fusée avec 4 millions d'électeurs. Ça, c'était en 2017. Là, celle fermée des LR, c'est le Congrès, ce sera moins de 100 000 votants. Mais il y va quand même, sinon ça ferait encore un peu de tâche. Et puis, programme présidentiel. Maggie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? La Macronie s'agite et cogite en coulisses. Le parti et les ministres s'activent et montent des groupes de travail pour plancher sur le volet programmatique de la future campagne d'Emmanuel Macron. Alors là, je vais vous le faire en ASMR. Les partisans d'Emmanuel Macron n'en ignorent rien. Il ne suffira pas de brandir le bilan pour mener la bataille de 2022. Si vous faites la campagne en disant seulement qu'il faut continuer tout comme avant, vous perdez, tranche le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui réfléchit à la question des nouveaux risques. C'est épuisant la SMR. Déjà, je supporte pas, mais alors le faire, c'est encore pire que l'écouter, quoi. Wow, je suis tout chamboulé. Je vais reprendre la lecture normale, ça ira mieux pour tout le monde. Alors, non, je t'ai dit non. Là, ne bouge pas. Je suis très médité d'un coup. Ouais, je suis très matrixé. Non, on va reprendre la lecture sur un ton un peu plus... voilà. Alors, le président présente aujourd'hui son fameux plan 2030, grand plan d'investissement pour les filières d'avenir. C'est génial. Le volet programmatique, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il faut que Macron ait à sa disposition une boîte d'idées, une boîte à idées, souffle infidèle, des choses nouvelles, radicales, pas une masse à faire, le parti présidentiel n'ayant pas mis à profit le quinquennat pour élaborer deux corpus idéologiques, sans blague. La REM, c'est un trou noir. Mais il faut qu'on ait des idées, putain.
Ils y vont. Une trentaine de thématiques à défricher. Au QG de la REM, le nouveau responsable du Polydé, Pierre Bouillon, s'attelle donc à réactiver les groupes de travail de 2017. Allô ? Oui, t'as fait quoi pendant 4 ans ? Ah, t'es déjà dans le privé ? Ah, tu fais plus... Ah bon, t'es au Canada, toi ? Ah, super. Et ça va, les enfants ? Ok. Bon, bah super, merci. Voilà. Le Polydé, quoi. Le Polydé de la REM, c'est le truc, t'arrives, tu fais waouh. Déjà, c'est Sibeth Ndiaye qui était en charge pendant l'intérim. Bon, là, c'est Pierre Bouillon qui revient, c'est un peu plus sérieux. Mais quand même, les mecs appellent en disant bon, ex-conseiller économique du président. David Amiel aussi prête main forte pour conceptualiser un canevas, un pré-programme. En clair, défricher une trentaine de thématiques comme l'écologie, la réforme de l'État, l'éducation, l'immigration, enfin trouver des fausses idées pour dire qu'on fait campagne. Des intellos adressent des contributions au président, à Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Ajoute un marcheur de la première heure. Alors c'est cette expression qui revient tout le temps, c'est le marcheur de la première heure. C'est ces mecs, waouh, il en reste. C'est un marcheur de la première heure. Il a fait la bataille de l'Arc de Triomphe. Incroyable. Certains préfèrent œuvrer dans l'anonymat, tu m'étonnes. D'autres sont soupçonnés de plancher pour plusieurs candidats. Oh, scène cocasse quand il fut découvert que des notes avaient été adressées mot pour mot à des équipes adverses. Oh, c'est qui ? On veut des noms. Il y a encore le réseau de conseillers du discours du président, Jonathan Guémas, aussi mis à contribution, Roland Lescure sur le champ société civile et économiste. Alors, bien sûr, au gouvernement, on s'agite et cogite. Il faut trouver une martingale, presse un poids lourd. Un parlementaire de la majorité s'esclaffe. Les ministres regroupent des députés pour faire remonter des idées. Les apéros, ça tombe comme à Gravelotte. Un apéro la REM. J'aimerais bien t'inviter un jour. Et alors, qu'est-ce que... Tarama, tu sais, t'avais la gauche caviar, là, c'est la gauche Tarama, la REM. C'est la gauche, c'est la fausse gauche, quoi, la gauche de droite. C'est génial. C'est génial, les agents doubles, les mecs qui font des apéros pour trouver des idées, les mecs qui se sont tous barrés, qui disent « Ah, tu fais quoi, toi, depuis 2017 ?» Alors, attention. Olivier Véran, le ministre de la Santé, phosphore sur le concept de grande sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils veulent vendre la sécu. En gros, c'est c'est fini, il faut prendre une mutuelle. Je pense que c'est à peu près ça. Une forme de nationalisation de la couverture santé, la fin de vie ou les inégalités sociales du futur. Waouh. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur une politique familiale européenne, l'aile gauche, territoire de progrès, veut, elle, pousser 4 ou 5 propositions sociales et sociétales. Qu'est-ce que c'est beau. On est dans la beauté pure. Le flanc droit n'est pas en reste. Depuis Bercy, Bruno Le Maire réfléchit de longue date. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, crée son think tank. Déjà qu'il avait créé son syndicat d'étudiants. C'est super. Bravo Jean-Michel. Et Édouard Philippe, il vient de lancer Horizon. Voilà. Et alors, chacun s'organise. Il active tout le monde. Mais à la fin, il décidera. Ouais, comme d'habitude. Le mec, il s'en fout en fait. C'est moi qui décide. Mais parce que Macron, c'est le meilleur président que la France ait connu, les Français des trous du cul, heureusement Macron est grand. Bref, un bouillonnement qui met une nouvelle fois en lumière les divergences entre aile gauche et droite. Il n'y a pas d'aile gauche à la REM, les gars. Arrêtez votre délire. Là, je vais revenir en ASMR. Il n'y a pas d'aile gauche à la REM. Arrêtez votre délire. Un aperçu des débats qu'il y aura en cas de réélection dans cette majorité composite. Comme le graphène. Vous savez, ce composite. Certains vont un peu vite en besogne. On ne sait pas quelles seront les thématiques de la campagne, tempère un macroniste. L'émancipation, la jeunesse, la sécurité, l'Europe, la souveraineté, les services publics, le pouvoir d'achat. C'est encore une phase d'observation, poursuit le macroniste. D'accrétion, dit un autre. Alors, accrétion, selon le Larousse, c'est la capture de matière sous un astre sous l'effet de la gravitation. Voilà, c'est beau. Et donc l'idée, c'est évidemment de ne pas défendre de bilan et de proposer davantage d'esbroufs pour 50+. Parce que le bilan, il est catastrophique. C'est tout. Alors, il y a un prêt, il parle du Grand Paris. Le vaccin réduit de 90% le risque de finir à l'hôpital. Oui, une vaste étude française, Cocorico, auprès de 22,6 millions de personnes. Alors les chiffres sont bizarres parce que les plus de 75 ans, il y en a plus que selon l'INSEE, mais c'est pas grave. Apparemment, donc des personnes de plus de 50 ans, ça marche, sauf que on apprend dans le même temps que Islande, Norvège, Finlande, Danemark, tous les pays du Nord ont laissé tomber Moderna pour les plus jeunes. Trop de péricardite.
de risque cardiaque. Mais nous, on n'en parle pas. On parle du fait que ça marche, c'est super. Pour les plus de 55 ans, oui. Mais on est en train de vacciner dans les collèges. Toujours est-il que, bon, c'est comme d'habitude. Et puis cette nouvelle quand même où tu te dis c'est beau quand même d'avoir un président qui s'appelle Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Je lui dois la vie. Mahmoud mérite d'être français, guinéen, qui a sauvé Marina d'une agression et il a vu sa demande de naturalisation rejetée en 2019. Son acte héroïque avait fait la une de la presse. Mahmoud, héros du Vercors, titrait Le Parisien, aujourd'hui en France. La ville d'Autran, en Isère, lui avait remis la médaille du village. Mais 2 ans après, c'est la désillusion pour Mahmoud Diallo, 23 ans. La préfecture de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation. Cette décision est incompréhensible au vu de l'acte de bravoure de Mahmoud. Sans lui, je ne serais peut-être plus là. Je lui dois la vie. Réagit Marina, dont le prénom a été changé, qui témoigne pour la première fois. Alors ils ont fait une lettre au couple Macron. Bien sûr, ce jeune migrant de 21 ans avait maîtrisé le chef cuisinier pris d'une crise de démence et qui agressait sa collègue Marina avec un couteau et une scie de boucher. Quand j'ai appris le rejet de sa demande de naturalisation, j'ai eu honte pour la France, je suis scandalisé, poursuit Marina. Depuis son arrivée en France en 2018, il a tout fait pour s'intégrer, a toujours travaillé, très apprécié par tous les gens qui l'ont côtoyé. Il mérite d'être français, il a pleinement fait ses preuves. Je lance donc un appel aux autorités. Le parrain du jeune demandeur a lui écrit au couple Macron, très touché par ce soutien. Mahmoud réaffirme « Je veux être un citoyen français, je l'ai mérité, je pense. J'ai sauvé Marina et je suis trop content pour elle. C'est aussi une fierté pour moi. Depuis que je suis en France, je gagne ma vie. Je n'attends pas les aides sociales. Je travaille en alternance dans les entreprises du bâtiment. J'espère donc que la préfecture va revoir mon dossier. Pour justifier sa position, la préfecture de l'Isère a reproché à Mahmoud d'être entré illégalement sur le territoire. Eh oui, Mahmoud, il fallait pas entrer illégalement. Les autorités estiment aussi qu'il n'a pas produit le bon certificat de naissance. Voilà. Et donc son avenir demeure donc incertain, même s'il bénéficie pour l'instant du statut de protection subsidiaire de la France. Donc il n'est pas en OQTF, mais tout de même, c'est pas évident quand tu veux te faire naturaliser. Et puis, alors parce que oui, c'est de la paperasse. C'est beaucoup de paperasse. On va en parler de l'immigration, puisqu'il y a la loi Asile et l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu, Gérald Darmanin veut faire des camps. Comme en Grèce. Alors les camps, c'est pas une super idée quand tu vois l'état de Lesbos. Un camp qui était prévu pour accueillir 3000 demandeurs d'asile ou migrants. Ils sont à 15 000. C'est les mafias qui gèrent le camp maintenant. Donc je pense que si on part sur cette thématique-là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, est-ce qu'il a essayé de se faire appeler Corinne ? Non, Mahmoud n'a pas essayé de changer de prénom. Peut-être s'il s'appelait Éric Diallo, ça passerait mieux, je ne sais pas. En tout cas, autre nouvelle dans Le Parisien qui a retenu toute mon attention. Des mutuelles à prix abordable pour chiens et chats. Seuls 10% des animaux domestiques sont couverts par une assurance. Un marché en pleine croissance, investi par des startups qui tirent les prix à la baisse. Bah oui, vu que ça coûte cher d'aller chez le veto, 40 € en moyenne, eh oui, Maggie. Tu l'as vu 2 fois dans ta vie. Bon, alors, il vaut mieux de payer de 8 à 20 € par mois pour une couverture minimale, pour son petit animal qui va mal. Mais bon, peu d'assureurs acceptent les animaux au-delà de 8 ans, donc c'est mort pour toi, Maggie. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la vie. Un remboursement, il n'y en a pas. Et des plafonds, enfin, c'est impressionnant. Donc, des marchés à l'assurance, il y en a vraiment partout, tout le temps. C'est génial. Et alors, quand on voit les marchés des startups à la con sur les animaux de compagnie, il y avait les croquettes connectées ou je sais pas quelle connerie. Enfin, ça m'écoeure, en fait. De voir comment on est partout où le profit peut aller, il y va. Ensuite, ça parle de Benzema. Bravo à lui. C'est grâce à lui si la France elle est sélectionnée. Après, bon, c'est le turf un peu, comment ça se passe. Le cassoulet, Michel Houellebecq et Astérix. Bon, ça, on s'en fout. Kenji Girac aussi. Bon, c'est fini. Le Parisien, j'ai fait le tour. Bravo. Allez, maintenant, on va aller... qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc, hop. J'ai pas fait les échos ce matin. J'avais pas la force. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins, parce que souvent je fais les échos, c'est vrai que c'est une presse de winner, presse managériale où on apprend beaucoup de choses. Là, elles sont déjà pucées et tout, et quand tu vois le prix, rien que la SNCF, si tu veux payer une place de train pour ton animal, c'est hors de prix. Maggie ! Tch ! Attendez, non, elle fait de la merde là, attendez. Non. Non.
Et voilà. Non. Là, tiens, ton café. Et non, pas d'article sur l'Italie au bord de la rupture. Évidemment que non, vous croyez quoi, vous, sérieux? Pas d'article, bien sûr, sur les Pandora Papers. On a refermé la porte, ça y est, c'est fini. Mais enfin, vous croyez quoi, vous? On n'est pas là pour parler du monde. Ah non, c'est génial. Allez, on va aller dans le Figaro, tiens. Avec le recul de l'épidémie, le pass sanitaire en question, c'est en une du Figaro. Le gouvernement présentera demain, mercredi, un projet de loi de vigilance sanitaire. Objectif, relâcher la pression, mais garder la possibilité de réagir vite si la situation se dégrade. Alors, la situation, elle est quand même incroyablement... Enfin, ça va, quoi. T'as envie de dire, lâche l'affaire, c'est bon. C'est bon, là, on est bon. Ah, voilà, c'est là. Je vous le mets là, attendez, bougez pas. Tac, tac. Je le fais en direct, hein, c'est plus drôle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Excusez-moi. Non, ça le prend pas là. C'est quoi ce bordel? Putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, ah oui, parce que c'est là, pardon. Hop là, voilà. Ça, c'est la France. Le Covid est en France. Alors, bougez pas, je vous le mets bien. Vous voyez, il y en a plus. Il y en a quasiment plus. Regardez, hop. Ça, c'est la France sous la barre des 50, hein, le taux d'incidence. Alors, ils jouent avec le taux d'incidence. Hein, quand ils veulent que ça aille bien, ils le descendent. Après, ils le remontent. Enfin, c'est un truc... là, vraiment... On peut dire que c'est fini grâce à la vaccination. Vous voyez la courbe de la vaccination. Apparemment, ça marche selon une étude française. C'est super. On peut enlever le masque dans plein d'écoles. On est à moins machin. Bon, le Covid va être là pour toujours. Cet hiver, on va parler de rhume et de grippe. Mais on a toujours le pass sanitaire. Eh ouais, parce qu'il faudrait quand même pas lâcher un outil pareil. Hein. Et donc, pourquoi on garde? Eh ben, parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà, les gestes barrières comme le port du masque peuvent-ils être levés? On va un peu relâcher la pression, mais quand même, hein, l'hôpital est toujours en souffrance. Bah oui, parce que le Ségur de la santé n'a servi à rien. Il a juste colmaté les brèches sur une jambe de bois. Mais ça suffit pas, malheureusement. Et puis, vous allez voir, la santé mentale a pris un coup, un gros coup. Alors, on mène quand même vers une année plus sereine. Et on nous explique que les tests déremboursés auront un impact limité sur la surveillance parce qu'en fait, ils sont quasiment tous négatifs. Ah ouais! Super. Donc pourquoi on ne met toujours pas la sérologie dans le pass sanitaire pour emmerder les gens qui ne sont pas vaccinés, sachant que dans l'étude d'ailleurs où on nous dit que le vaccin fonctionne, et ils nous disent certes, alors on a fait l'étude, mais on n'a pas mis dedans le fait que si tu as déjà eu le Covid et que tu as des anticorps, ça marche aussi, et on n'a pas mis dedans non plus le fait que, il y avait 2-3 trucs, bref, tu te dis non mais c'est pas sérieux en fait. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et puis vous avez entre-temps Merck qui est en train de proposer son petit médicament en disant il marche super bien, bon c'est $700. Hein. C'est un médicament pour le Covid précoce, tu sais, comme ceux qui ont été interdits. Mais celui-là il est autorisé parce que on a bossé. Hein. On a bossé. Bon bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est énervant, je le sais. Mais bon, on va vers une fin d'année plus sereine, mais il faudrait quand même pas se priver d'un truc aussi con que le pass sanitaire. Et oui, il faut le maintenir peut-être même au-delà du 15 novembre. Ce serait génial. Parce qu'il y a quand même 2 millions de personnes de plus de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Mais oui. La vigilance reste de mise. La baisse est désormais moins marquée. On va rester sur un plateau. Il y a même des hausses dans certains départements. À Paris notamment, où les relevés dans les eaux usées indiquent une reprise de l'activité virale depuis une dizaine de jours. Et comme plus de 2 millions de personnes de plus de 50 ans ne sont pas encore vaccinées, le risque d'encombrement dans les hôpitaux reste bien réel en cas de reprise trop forte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Envisager un abandon progressif du pass sanitaire mis en place le 12 juillet, en partie pour inciter les Français les plus réticents à se faire vacciner. On a vu que le taux de transmission du virus a atteint un pic avant de fortement baisser en août. Alors le pass a joué, mais on ne peut pas encore en être certain. Sans blague. Ah la vache, c'est fou. Ils sont certains de rien, c'est génial. Alors ils sont sûrs qu'il faut le pass sanitaire, les confinements, les masques, les gestes barrières, le vaccin, mais ils sont certains de rien quand même.
Bon, changement de dynamique quand même. Hein. Les nombreux rassemblements liés à l'euro, début juillet, ont pu servir d'accélérateur. Il est très difficile d'anticiper ce que donnerait la levée du pass, car les autres mesures comme le port du masque, mais aussi l'ensemble des comportements individuels ont un impact. Mais il suffit de voir les pays d'Europe du Nord, ils ont laissé tomber le pass sanitaire, la Grande-Bretagne également, et vous regardez les chiffres. Hein, ils sont vaccinés comme nous à peu près, même moins. Et là, je pense qu'on peut dire, a priori, on peut attendre à mars-avril pour remettre le pass, pour empêcher les gens d'aller voter. Mais d'ici là, on peut faire un truc. Le Conseil scientifique, dans un avis rendu le 5 octobre, pose 2 scénarios. L'un avec une levée rapide du pass sanitaire. Le second avec un maintien du pass, avec une sortie envisagée entre le 15 novembre et la fin de l'année. Si nous revenons, pour une raison ou une autre, à des niveaux de contagion similaires à ceux de juillet dernier, relâchement des gestes, blablabla, on s'attend à un pic de près de 1200 hospitalisations par jour, contre 200 aujourd'hui et 2800 lors de la deuxième vague. En revanche, si on maintient les taux de transmission à leur niveau actuel, ou que cette hausse reste limitée, les hospitalisations devraient rester à un niveau assez faible. Alors, les mecs nous avaient déjà prédit une apocalypse pour la rentrée scolaire. Il ne s'est rien passé. Et pourtant, les gosses ne sont pas vaccinés. Alors là, ils veulent les vacciner à blinde. Ok, moi je pense qu'on peut arrêter les conneries en fait. Je pense qu'on peut arrêter le pass. Après, je ne suis pas dans le conseil de défense sanitaire. C'est bien dommage. Mais en même temps, il se foutrait complètement de mon avis. J'aurais fait... moi j'aime bien le pass sanitaire. Oh, il y a une belle énergie. Ça permet d'emmerder les gens pour aller au ciné, au resto, au théâtre. C'est super, moi j'adore. J'adore. C'est la boule de cristal du Covid. C'est la boule de cristal. Voilà. Non, il va falloir une prudence active. Voilà. Quelle que soit la date de sortie du pass sanitaire. Demain, aujourd'hui, hier. Déjà, la plupart des restos en sont sortis. Quand il va, il ne te demande pas. C'est oui, bonjour, il y a une table, merci. Là, c'est devenu une vaste blague. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais par contre, le ciné, tout ça, il demande. Le théâtre, par exemple, je joue le 22 et le 23 octobre au Théâtre Studio à Alfortville. Je suis désolé, hélas, il y aura le pass. Donc, voilà, c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Donc... là, ils font attention parce que sinon, c'est fermeture administrative, etc. etc. Puisqu'on a affaire à un gouvernement qui est dans la bienveillance. Parce qu'il faut protéger tout le monde de la Covid. Eh bien, les bars, les concerts, les discothèques, les restaurants, tout ça, ils vont encore un peu mettre le pass. Prudence active et il y aura des dispositions. Et donc, mercredi, on va voir s'ils sont gentils ou méchants avec nous, le gouvernement, s'ils nous laissent sortir un peu de la niche ou pas. Gabriel Attal nous fera sans doute sa petite conférence à la sortie du Conseil des ministres pour nous dire si le pass sanitaire est maintenu ou si Emmanuel Macron il est gentil. Mais il est gentil, il est en campagne, il est gentil. Il fait des cadeaux, il fait des sous, il peut bien faire des cadeaux et dire allez, je vous laisse un peu gambader là, regardez, vous avez tout un parc, vous pouvez gambader. Et puis surtout, projet de loi, un dispositif de vigilance, c'est à la demande du MODEM. Les mots sont importants, on ne peut pas vivre en stress permanent. L'état d'urgence est créateur d'angoisse, estime une source parlementaire. Voilà. Exit le terme d'état d'urgence, en fait, ils sont en train de gommer ça. Donc, projet de loi sur des dispositions de vigilance sanitaire. C'est génial, c'est la novlangue, c'est la même chose. Alors, en gros, on vit en état d'urgence permanent, mais on appelle ça la vigilance sanitaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien en France quand même des fois. Et la question quand même du Figaro, pourra-t-on bientôt se débarrasser du masque ? Attention, il ne faut pas relâcher les gestes barrières parce que ça y est, les vaccinés déjà ça fait longtemps qu'ils s'en foutent, ils te font la bise, ils te serrent la main, ils enlèvent le masque, oh là là c'est dingue, et donc les serveurs aussi enlèvent le masque, alors il faut faire attention, ils disent non nous on a dit il faut garder, voilà. La personne à l'accueil n'arrivait pas à scanner mon QR code. Une autre fois, c'était mon masque qui n'allait pas car il était en tissu. Mais aujourd'hui, une fois sur deux, on oublie de contrôler le pass. Ah là 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 là. Et oui, c'est Mathilde qui s'est fait refouler à l'EHPAD de son grand-père. C'est beau ça. Tu vas voir ton grand-père. Non, tu peux pas rentrer voir ton grand-père. Ah, c'est beau. Quel beau pays quand même de... Ah là là. Ça m'énerve. Et puis, une troisième dose est disponible pour ceux qui aiment ça, pour 22 millions de Français, enfin pour ceux qui en ont besoin, parce que c'est utile. Et l'état d'urgence correspond à un point de loi. Mais non, mais 18 mois en état d'urgence, c'est inacceptable, je le redis, je l'ai dit dans plein d'éditos. Comment c'est possible, bordel ? Comment on peut avoir un Parlement aussi inexistant, des contre-pouvoirs aussi inexistants ? La 5e, ça fout les boules. Voilà, on ne peut pas vivre 18 mois en état d'urgence, sinon on change de nom, de régime. C'est plus la démocratie.
Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore. Et les mecs sont là en disant « Oh non, mais c'est pas grave, c'est super. Parce que Macron, le meilleur président !» Et donc, le Figaro nous dit quand même que la crise sanitaire laissera des cicatrices durables sur la santé des Français. Covid long, retard de soins, difficultés psychologiques, tout ça s'est accumulé pendant l'épidémie, des dépressions, millions de patients supplémentaires. En fait, la santé mentale, bien au-delà des seules personnes infectées, les inquiétudes, bien sûr, les conséquences économiques. Il y aura des conséquences psychologiques, psychiatriques pendant longtemps. Mais notre pays a été plus lent que les autres à en prendre la mesure. Ce sont des psys qui le disent. Une étude parue le 8 octobre dans The Lancet dresse un tableau inquiétant. Au niveau mondial, le nombre de personnes atteintes de dépression et de troubles anxieux aurait augmenté de plus d'un quart. Voilà. C'est quand même énorme. Alors après, on n'a pas des données pour l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Ils estiment ainsi à respectivement 53 et 76 millions le nombre de troubles dépressifs majeurs et de troubles anxieux apparus en sus de ce qui aurait été attendu en l'absence de la pandémie. 53 à 76 millions. C'est énorme. Et en France, on parle de 30% de hausse de cas psy. Et la tendance n'est pas à l'amélioration. Lors de la dernière vague d'enquête menée début septembre, l'anxiété était en hausse avec 23% des Français concernés. Alors, venez, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Venez tous les matins à 9h dans la revue de presse du Monde Moderne. Ici, on apprend à gérer le stress, l'angoisse liée à toute cette comédie, toute cette tragicomédie qui est la gestion du Covid. Tout ça n'est que passager, je le rappelle. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ils sont fous avec leurs tableaux, leurs chiffres. Les cabinets de conseil sont des fous également. La vie, c'est pas des chiffres. La vie, c'est pas des projections sur des boules de cristal. La vie, c'est pas rester enfermé ou avoir peur du futur, etc. Je vois que les jeunes générations aussi, il y avait une enquête qui était sortie dans The Lancet Planet qui expliquait que les jeunes pensaient que c'était No Future. En 77 aussi, les punks pensaient que c'était No Future. On est en 2021. Bon, c'est toujours aussi No Future, mais entre-temps, il y a eu Internet. Et du coup, on peut faire des Twitch. Et le matin, on peut se retrouver comme ça sur un stream, se faire des câlins, des bisous, raconter des conneries et dire non, mais c'est pas grave. Et si jamais, en plus, on arrive à regarder l'horizon, pour voir loin, pour voir bien, comme dirait Nia Philippe, on pourrait même voter en 2022 pour virer tous ces fous, pour dire non, c'est fini. La start-up, tout ça, on arrête. On arrête tes non, tu m'emmerdes. Non, écoute Agnès, c'est gentil, la magie, c'est fini. La magie, c'est fini. Tu vas aller travailler sur une chaîne de production. Et c'est pas une punition, tu verras, c'est la vie. La magie, c'est pas une tragédie, mais maintenant c'est fini. On ferme la Macronie et on regarde devant. Sont les barbes bicolores, des gestes indolores. L'amour et les amis, c'est la magie. Oui, on finit la Macronie. On a voté et c'est fini. Tu vas retourner là d'où tu viens. Conseil d'État ou bien les chiens. Tu trouveras bien un pantouflage dans le privé. La magie, c'est quand la Macronie c'est fini, quand enfin on retrouve ses amis, qu'on n'a pas perdu son emploi, que tout va bien pour toi, pour moi. Oui, c'est ça la magie. Non mais alors là, oui, bien sûr, je chante parfois. Et on a fait du rap, on a fait le rap de Grand Remplacé l'autre jour, si vous n'étiez pas là. Et vous me perdez pas, j'adore chanter. C'est beau de chanter, c'est agréable de chanter. Et là, voilà, un petit côté un peu plus chanson tradie. La magie. Je vais prendre une assurance. de ce pas. Non, sur RT, je fais pas ça. Je suis sérieux. Je fais pas ça. C'est pour ici. Mais vous pouvez trouver mes chansons. J'ai un groupe qui s'appelle Blackpool. On a sorti un album. On avait même tourné à l'époque en 2008. Il y a plus de... Depuis que j'ai chanté... Non, faites un refresh, je pense que ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. J'ai chanté trop fort. Mais c'est vrai, l'image est figée. Je sais pas ce qui se passe. Ou je crois que c'est mon ordi qui est en train de... Merde. Ah, vous m'entendez ? Vous m'entendez, mais vous me voyez plus, c'est ça ? Terrible ce qui se passe. Non, image figée. Ouais. Moi aussi.
Blackpool, comme la ville du nord de l'Angleterre. Tout va bien, bon, merci. Figé. Non, figé pour beaucoup, ouais. Mais il y a le son, c'est très bizarre. Alors, attendez, je vais voir si je peux relancer la prise vidéo, périphérique de capture vidéo, voilà, hop. Non, il n'est pas content. Hein. Il n'est pas très content. Bah, écoutez, on va rester sur cette image figée. Le processeur a fondu après la chanson. C'est mon ordi qui a bugué. Pour une fois, non mais franchement, on fait des efforts, tout va bien, fallait pas chanter. Et là, voilà, bon, en même temps, ça fait 1 heure que je raconte ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais vous mettre une belle image. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une belle image. C'est la magie! Quand la Macronie, c'est fini! C'est un Twitch gréco-romain, ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Merde, j'ai fait fondre la caméra. Non, mais je peux pas relancer. Vous savez pas, il n'y a pas des pros du Twitch qui peuvent me dire comment ça marche. Ok. Ah non, il veut pas. Et si je pars, ça va arrêter le stream. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, ça va, ouais. C'est pas trop la pire tête. Mais c'est quand même super bizarre. Mais non, je chante. J'ai actualisé, hein, ça ne marche pas. Je suis dans Twitch. Attendez, je vais aller voir. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. On a fait des efforts. Mais là, mon ordi a très chaud ce matin. J'aurais pas dû chanter. Twitch figé. OBS figé, que faire? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Freeze sur l'image. 3 exemples créatifs. Non, mais je veux pas faire ça pour exprès. Bug report, freeze, lag, French, OBS forum. Là, on rentre dans le truc geek à mort. Non, ma version est à jour. Les mecs te disent qu'il faut, il faut redémarrer. Hein. Généralement, voilà, il faut redémarrer. Bon, écoutez, vous savez quoi? On a le son, c'est déjà beau. Hein, je trouve ça pas mal. Et puis, ça fait 1 heure qu'on fait ça. Appelle Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Mais je continue, c'est pas grave. Il y a le son. Et c'est vrai que c'est le plus important. Beaucoup nous écoutent d'ailleurs en audio. Hein, parce que c'est vrai que c'est... tu crois? Non, je vais pas faire une chanson à la gloire d'Emmanuel. Il y en a assez comme ça, des chansons à la gloire d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il se projette au-delà de la présidentielle, hein, Manu. Bah oui, il dit, attendez, si les gens pensaient que nous avions 100% de chance de ne plus être là l'an prochain, pourquoi est-ce qu'ils se fatigueraient à nous suivre? Interroge cette ministre. On ne lance pas un grand plan d'investissement si on n'a plus de capital politique. C'est d'ailleurs ce qui a coincé Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il faut dire que sondage après sondage, Emmanuel Macron continue de faire la course en tête des intentions de vote et bénéficie d'une insolente popularité. Selon la dernière vague du baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, publié lundi, le chef de l'État reste crédité de 25 à 26% des voix, selon les scénarios, soit 10 points devant Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Et voilà, c'est fou. Attention de croire que c'est gagné d'avance. C'est le meilleur moyen de perdre. Hein. Voilà, la situation n'est pas clarifiée avec droite, ça va continuer à bouger. En tout cas, l'idée est simple. Ça, c'est un horizon palpable, réel. Le plan 2030, hein, les petites centrales au bout du jardin. Ça, c'est génial. Voilà. Et puis, l'idée, comme je vous ai dit, c'est de ne pas défendre de bilan, mais de proposer une esbrouffe de plus. Parce que si on défend le bilan, les gars, c'est quand même assez moche, quoi. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des niches fiscales qui coûtent toujours plus cher, 91 milliards d'euros avec le CICE, le crédit impôt recherche, etc. Donc on ne sait pas quoi en faire, on continue parce que c'est ça qui fait. 4 millions de Français fragilisés par la crise, 8% des Français de 15 ans et plus, soit 4 millions de personnes qui ont basculé dans une situation préoccupante durant la crise. C'est une enquête du Crédoc en mai 2020. Au total, 31% des Français se sentent en situation de vulnérabilité. C'est 10 points de plus qu'en 2018, mais Macron est insolent dans les sondages. Allez comprendre. Est-ce qu'ils se sont pas fait pipoter les sondages? Et Macron qui privatise l'avenir, c'était la une de l'UMA, je voulais finir par ça, donc on va de toute façon bientôt finir, vu que je suis figé en plus. L'UMA qui nous explique que ce plan de relance, en réalité, il est là pour
finir de privatiser ce qui restait à privatiser, c'est-à-dire un plan d'investissement qui va servir à la finance et pas du tout à l'économie réelle. Il n'y a pas du tout de plan de réindustrialisation. La France industrielle, c'est celle de filières, d'investissement. Syndicats et ONG redoutent un nouveau gâchis d'argent public à visée électoraliste. Soutenir des entreprises innovantes n'offre aucune garantie. La sobriété technologique, à milieu du discours de Macron pour la réindustrialisation française, passera peut-être et surtout dans certains domaines par les start-up. Et oui, elles ont été des accélérateurs dans la fabrication des vaccins, analyse Thomas Gerbin, mais elles ne peuvent remplacer la recherche fondamentale, évidemment. Et puis, vous avez dans la France d'après, ça c'est dans le Figaro, alors attendez, je vous retrouve où c'est, le fait que les usines sont progressivement remplacées par des entrepôts Amazon. Et que la France est en train de devenir autre chose. C'est Jérôme Fourquet, ethnologue de la France d'après, qui nous montre la transformation, un peu comme un Houellebecq le fait dans ses livres. La France d'après, c'est une France d'après l'industrie, d'après l'agriculture et d'après le catholicisme. Ces trois matrices, le monde ouvrier, le monde paysan et l'Église, qui structuraient profondément notre pays, se sont effondrées avec une rapidité extraordinaire. La chronologie de la destruction du tissu industriel tricolore entre 2008 et 2020, établie dès les premières pages du livre, est à ce titre frappante. Le livre s'appelle La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie. Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Caselli au Seuil, un livre majeur pour comprendre les transformations qui sont à l'œuvre et pourquoi on en est là. Par exemple, 94 sites dans l'automobile, 114 dans l'agroalimentaire, fermés dans cette période, sur 12 ans simplement. Donc la transition est énorme. La France d'après, c'est une France où les plateformes logistiques, Amazon, ont remplacé les usines, les caristes, les ouvriers, les parcs de loisirs et les villages de marque, les boîtes de nuit et les bals populaires, les épiceries bio, l'arabe du coin. Ça, c'est le Figaro qui marque l'arabe du coin, pas l'épicerie du coin. Bon, La France sous nos yeux est la version sociologique d'un roman de Michel Houellebecq ou d'un pamphlet de Philippe Muret. Cette France d'après l'histoire, où le règne de l'hyper-individu rend obsolètes les variables traditionnelles de la sociologie politique. Est-elle une France malheureuse ? Les auteurs décrivent une démoyennisation des modes de vie. La grande convergence des années 70-80 a laissé place à un effet sablier. Eh bien oui, premiumisation des modes de vie des classes supérieures. Et pour le bas, eh ben, c'est la précarisation grandissante, avec les émeutes du discount pour le Nutella, les émeutes Nutella. Voilà, et puis le séparatisme qui, pour certains quartiers, qui oscille entre ghettoisation et boboisation. C'est un livre que je vais lire, je pense, La France sous nos yeux. Voilà, alors, donc pas d'abonnement. S'il y a des abonnements Prime ici, vous pouvez absolument vous abonner en Prime. Je vous promets, on n'aura plus de soucis techniques. Dans l'UMA, je voulais revenir quand même sur cette excellente nouvelle. C'est que... alors, c'est où ? Les juges s'affranchissent du barème Macron. La Cour d'appel de Grenoble a décidé le 30 septembre d'outrepasser le plafonnement des indemnités accordées à un salarié en cas de licenciement. C'est une nouvelle victoire à l'actif des opposants au barème, puisque dans la loi travail, dans les lois Macron du toujours moins-disant social, vous savez, on pouvait virer n'importe qui et il y aurait un barème prud'homme. Ce ne serait pas au cas par cas, histoire de dire que tu ne vaux rien, rien n'est à toi, tout appartient à la société anonyme. Eh bien là, les juges ont décidé que non. Le barème Macron, c'était non, que ça servait à rien. Ils ont choisi de ne pas l'appliquer. Ils n'ont pas remis en cause la validité de la disposition légale au vu des engagements internationaux de la France, mais simplement sa pertinence pour le cas précis dont ils étaient saisis. Il faut toujours démontrer que le préjudice subi par le salarié dépasse le plafond. Mais celui-ci est difficile à chiffrer. On pense au préjudice moral, évidemment, mais même le préjudice financier peut l'être, car au moment où le salarié est saisi de la justice, il ne sait pas combien de temps il va rester au chômage. Voilà. Donc on peut passer outre. Il y a des manœuvres de contournement pour les défenseurs des droits des salariés qui considèrent que la barémisation du licenciement reste une régression sociale. Évidemment, ces manœuvres de contournement au cas par cas ne sont pas totalement satisfaisantes. Ne s'avouant pas vaincus, ceux-ci attendent toujours une décision du Comité européen du droit social qui doit se prononcer prochainement sur la conformité de cette disposition légale française avec l'article 24 de la Charte sociale européenne. En février 2020, cette institution du Conseil de l'Europe avait jugé le système de barème italien, similaire à celui introduit par Macron, contraire à la Charte. Donc on peut espérer que Macron recule. Parfois l'Europe, ça a du bon, hein. Donc, notamment dans les législations internationales. Donc voilà, on verra.
Non, mais boycotter Amazon, oui, il faut tant qu'on peut, mais parfois c'est difficile quand on est dans des lieux enclavés. Et c'est vrai que l'emploi Amazon, c'est de l'emploi sous-qualifié, sous-payé, c'est un peu merdeux, mais c'est comme ça. En tout cas, merci à vous tous. Pas scène pour Jeff. Alors vous pouvez aller sur notre Patreon, n'hésitez pas. Le Monde Moderne, pour récupérer des mugs, des hoodies et plein d'autres goodies. Le Traître et le Néant, super livre de Davé et l'Homme qui va sortir sur le cas Macron. Lisez aussi Harold Bernard qui parlait du président faussement philosophe au tout début de ce quinquennat. Harold Bernard avait tout expliqué sur le néant Macron. C'était la politique et le néant. Je vous ferai d'autres conseils de lecture. Désolé pour le bug, ça faisait longtemps les gars. On a tout fait pour éviter ce genre de conneries, mais voilà quoi. C'est parfois la technologie, hein, c'est voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je vous remercie de vos nombreux partages, de vos abonnements également. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque, avec de la technique qui marche ou presque. Et toujours de la joie, de la bonne humeur, des belles chansons aussi. Ce matin, je vous ai chanté La Magie. On vous fait le rap du grand remplacé vendredi. On n'arrête pas et parfois ça ne bug pas et ça fait du bien. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne journée, pas belle journée, une bonne journée. Et prenez soin de vous. Ciao.